Qui marche, oui. Donc je m'appelle Jasmine Trière, je suis en deuxième année de thèse sous la direction de Daniel Priolo et de Virginie Leclerc. Et ma thèse vise à changer de manière générale les comportements des individus en matière d'environnement. Et plus précisément, elle est poussée à adopter plus d'éco-gestes au quotidien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet d'étude qui n'est pas encore lancé, mais avec un peu de chance bientôt lancé, qui vise à comparer deux méthodes très utilisées en psychologie sociale pour changer les comportements des individus, à savoir l'hypocrisie induite, dont il m'a parlé, et les feedbacks. Le projet et l'étude partent d'un constat qui est simple, c'est qu'en Occitanie, les 20 dernières années sont également les 20 années les plus chaudes jamais enregistrées. Et parallèlement, la littérature montre que les éco-gestes individuels permettraient de réduire jusqu'à 25% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est donc assez important. Et on essaye donc de déterminer quelle est la méthode la plus efficace pour arriver à ce résultat en comparant l'hypocrisie induite et les feedbacks. Je suis obligée de faire un petit point théorique en définissant la dissonance cognitive très rapidement parce que Tim l'a déjà fait. C'est donc l'existence de cognitions incohérentes entre elles qui provoquent un état psychologique inconfortable chez l'individu et qui le pousse à le réduire. C'est donc par exemple un individu qui a une attitude positive envers l'écologie mais qui ne trie pas toujours ses déchets. Les feedbacks, quant à eux, sont définis comme la transmission aux participants d'une information relative soit à leur comportement, soit aux conséquences de ce comportement. L'idée, c'est de rendre saillant la différence entre ce qu'un individu veut faire et ce qu'un individu fait réellement pour le pousser à changer de comportement. Issu de la dissonance cognitive, il y a également l'hypocrisie induite, qui est donc une procédure séquentielle en deux étapes, qui consiste dans un premier temps à faire rappeler à l'individu la norme sociale, donc dans notre cas, c'est l'écologie, les comportements éco-citoyens, qui sont plutôt une norme assez répandue et admise aujourd'hui, pour dans un deuxième temps leur faire rappeler toutes les fois où leur comportement n'a pas suivi cette norme sociale. L'idée, c'est donc de les mettre en dissonance cognitive, et dans cette situation précise-là, ce serait particulièrement efficace parce que les individus ont une seule solution, c'est changer une des deux cognitions. Donc soit la norme sociale, soit leur comportement. De manière immédiate, changer la norme sociale, ce n'est pas trop possible. Donc s'ils veulent réduire la dissonance, ils sont obligés de changer de comportement. Enfin, toujours dans la lignée de la dissonance cognitive, on retrouve l'exposition sélective, qui est une méthode utilisée par les participants, une stratégie qui permet soit d'éviter la dissonance, soit de la réduire. Mais ça ne permet pas que ça permet aussi de solidifier les attitudes et les comportements, de les maintenir, voire de les polariser. C'est une exposition active de la part des individus aux informations qui sont consistantes avec leurs attitudes et où, souvent c'est les deux, un évitement des informations inconsistantes. Les individus qui font ça évitent la dissonance cognitive ou la réduisent et souvent polarisent leur attitude et leur comportement. C'est pour cette raison que nous, on considère l'exposition sélective dans notre étude comme un facteur prédicteur des changements comportementaux durables, avec l'idée que des individus qui veulent s'exposer à des informations pro-éco-gestes vont avoir une attitude encore plus favorable et donc un comportement plus durable. Et l'hypothèse générale de cette étude, c'est que l'hypocrisie est plus efficace que les feedbacks pour faire changer le comportement des individus sur le long terme et donc leur faire adopter plus d'éco-gestes. Pour tester cette hypothèse, on a imaginé un protocole expérimental en 3 étapes. Dans un premier temps, ça se passe en distanciel. C'est un protocole qui a été validé par le comité d'éthique et qui est préenregistré. On fait dans un premier temps un bilan carbone partiel des participants à distance via un questionnaire grâce à l'outil développé par l'ADEME pour lequel on a sélectionné que certains items qui peuvent changer sur une courte période de temps, on verra pourquoi plus tard. Et le score global, c'est donc certains items sélectionnés répondus par les participants et la moyenne des Français pour d'autres items. On en profite également pour recueillir les données démographiques qui sont très importantes puisqu'on va recueillir la classe sociale à la fois objective et à la fois perçue parce que ça peut avoir un grand impact sur les changements comportementaux. Évidemment, quelqu'un qui a moins de moyens aura potentiellement moins de moyens d'acheter de la viande, etc. et donc fondamentalement aura un bilan carbone qui est moins haut en fait. Et enfin, on mesure la force de l'attitude. Pourquoi en T1 et pas plus tard? Parce que c'est une échelle qui est assez explicite quant à l'objet de l'attitude, qui nous sont les éco-gestes, et on ne voudrait pas que ça vienne perturber nos données de T2, donc on le fait maintenant avec l'idée qu'en T2, potentiellement, les participants auront un peu oublié ce qu'ils ont fait,
puisqu'on ne fait le T2 qu'une semaine plus tard, et cette fois-ci via un entretien individuel en visioconférence, qui permet de mesurer l'attitude implicite. L'attitude implicite, c'est l'attitude, mais de manière automatique, non contrôlée par les participants, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas essayer d'avoir un impact sur les résultats, et c'est censé du coup être un peu plus objectif. On en profite du coup pour faire également les conditions expérimentales, donc 3 conditions. La condition feedback, où on dit aux participants que le bilan carbone fait la semaine précédente est au-dessus des préconisations gouvernementales. L'hypocrisie induite, donc on demande aux participants de nous donner des arguments favorables pour l'adoption d'éco-gestes, donc c'est le rappel de la norme. Et ensuite, on leur présente 4 transgressions que nous avons pré-testées, pour lesquelles à chaque fois, ils doivent nous dire si au cours des 6 derniers mois, ils l'ont fait, et si oui, avec qui ils étaient et où c'était. L'idée, c'est de le mettre en mémoire, de sorte à ce que la dissonance cognitive soit la plus haute possible. On retrouve parmi les transgressions notamment l'utilisation du papier absorbant. Et enfin, la condition contrôle, qui en fait est un feedback neutre. On remercie simplement les participants avant de passer à la suite. Ensuite, on mesure l'exposition sélective, donc de 2 manières. C'est à la fois l'envie des participants de lire des résumés et à la fois la qualité perçue de ces résumés. On en présente 4 qui sont présentés comme des résumés d'articles de journal, 2 pro, 2 contre adoption d'éco-gestes, et on voit à quel point les participants estiment qu'ils sont crédibles, sérieux, persuasifs, etc., avec évidemment l'idée que les participants qui ont une attitude négative envers les éco-gestes vont juger les articles qui disent que les éco-gestes c'est incroyable comme peu crédibles. Et enfin, on mesure les intentions comportementales des participants. 1 mois après ce T2, on fait un dernier questionnaire, en ligne cette fois-ci sans entretien, où on mesure une deuxième fois l'attitude implicite et la force de l'attitude pour, espérons-le, mesurer une évolution. On a présélectionné certains gestes cibles du premier bilan carbone, donc ceux qui peuvent changer d'un mois à l'autre, pour voir s'ils ont évolué. Et ce sera également des comportements auto-rapportés. Donc à la question « Avez-vous changé de comportement ? Est-ce que vous avez adopté de nouveaux comportements spécifiquement pour réduire votre empreinte carbone? Si oui, lesquels, etc. » Donc en théorie, on devrait pouvoir observer des changements comportementaux assez intéressants. Et donc, pour tester tout ça, on a fait une analyse de puissance. Et là, c'est un peu moins drôle, puisqu'on se retrouve à quasiment 300 participants qui complètent le T2, donc ça veut dire 300 entretiens individuels. Et comme on va s'arrêter là, le T3, du coup, sera potentiellement de l'exploratoire. En tout cas, les hypothèses qui concernent le T3 seront des hypothèses considérées comme exploratoires, parce qu'on n'aura probablement pas la bonne puissance statistique suffisante pour tester ces hypothèses, puisque nous ne nous attendons pas à voir les 300 participants du T2 revenir en T3. Et donc, pour les hypothèses, évidemment, hypothèse la plus classique, on fait l'hypothèse que l'attitude en T2 va avoir un impact sur le comportement en T3. Et on fait aussi l'hypothèse d'un effet indirect en série, c'est-à-dire que l'attitude en T2 va avoir un impact sur la qualité perçue des informations, et donc sur l'envie de lire des participants, et donc sur leur attitude, et donc sur leur comportement. Donc un individu qui a une attitude négative envers les éco-gestes en T2 percevra la qualité perçue des textes pro-environnementaux comme moins bonne, aura moins envie de les lire, changera moins d'attitude et ne changera pas de comportement. Et l'idée, c'est que cet effet indirect en série est modéré par les conditions expérimentales. Donc, que quelqu'un qui a une attitude négative envers les éco-gestes en T2, mais qui est soumis à un protocole d'hypocrisie induite, percevra les informations pro-éco-gestes comme meilleures, aura plus envie de les lire, et donc aura une attitude potentiellement plus positive, et donc un comportement plus éco-responsable. Ce qu'on l'espère. Et enfin, concernant les résultats attendus, pour avoir une petite idée de ce qu'on pourrait avoir si tout se passe bien, c'est donc que les participants qui sont soumis à un protocole d'hypocrisie induite, en comparaison au groupe contrôle, auront plus envie de lire les textes positifs et moins envie de lire les textes négatifs envers les éco-gestes, qu'ils auront de plus grandes intentions comportementales, et on l'espère, de meilleurs comportements, si tout va bien. Merci.